Nous sommes ce soir avec un citoyen du monde, le Marocain Driss Gueraoui, économiste universitaire. Il fut aussi président du Conseil de la concurrence. Driss Gueraoui est en direct de Rabat avec nous. Bonsoir et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir. Alors, aujourd'hui, nous allons parler de votre... Merci de votre invitation. Merci, M. Gueraoui. Alors, aujourd'hui, nous allons parler de votre dernier livre intitulé « Mieux comprendre le monde nouveau ». Il propose une lecture, on va dire, structurée des bouleversements géopolitiques, économiques et technologiques actuels, mais interroge aussi la capacité de certains États, dont le Maroc, à s'y adapter sans subir. Driss Gueraoui, je le rappelle, « Mieux comprendre le monde nouveau », c'est le titre de ce livre. Pour vous, pourquoi c'est si important de comprendre ce monde nouveau dont vous parlez? C'est important parce que il y a des transformations importantes que connaît le monde nouveau et par rapport auxquelles le Maroc et l'Afrique, notre continent, ne peut pas rester insensible. Et ce qui caractérise justement ce monde nouveau, ce sont trois tendances majeures que je qualifierais de l'ère des extrêmes, l'ère des ruptures et l'ère des insécurités. Et force est de constater que dans ce contexte, et au vu de ces réalités, on se pose la question comment le Maroc résiste à ces nouvelles réalités. Force est de constater que le Maroc a fait preuve d'une réelle résilience portée par la volonté de réaliser l'autonomie stratégique et la souveraineté nationale, mais grâce à des facteurs qui font en fait les forces donc, de notre pays. D'abord sa stabilité, à la fois politique mais aussi de son cadre macroéconomique que le régulateur Banque el-Maghrib joue un rôle de veille important. La sécurité, incontestable. C'est un Maroc qui est très respecté, qui est crédible, Driss et dont Gueraoui, la voix est écoutée. Mais c'est... Oui ? Driss Gueraoui, nous aurons l'occasion de revenir sur la place et le rôle du Maroc dans ce nouveau monde dont vous parlez dans votre livre. Mais la question que j'ai envie de vous poser, c'est est-ce que nous sommes réellement entrés dans un monde nouveau ou vivons-nous simplement une succession de crises sans changement de modèle? Parce que des crises, il y en a eu, des changements aussi, il y en a eu. Je pense réellement, je pense, c'est pas une question de crise, comme je disais tout à l'heure, c'est de vraies ruptures. C'est de vraies ruptures qui se traduisent par trois réalités. D'abord, le déclassement donc, de l'Occident, et en particulier des États-Unis et de l'Europe, malgré la pérennité de la supériorité militaire américaine. Il y a aussi donc, le réveil, plutôt la montée de ce que certains appellent le Sud global, mais en fait au Maroc on appelle le Nouveau Sud. Et puis il y a le réveil de l'Afrique. Et au cœur de tout ça, il y a des ruptures économiques, des ruptures financières, des ruptures technologiques. Et tout cela traduit un changement de fond dans la répartition du pouvoir économique, du pouvoir géostratégique et du pouvoir militaire dans le monde. Et par conséquent, tout augure qu'il y a des prémices de la construction d'un monde nouveau. Justement, aujourd'hui, avec le Maroc comme locomotive,
quel est le rôle et quel est le rôle que l'Afrique doit jouer dans ce nouveau monde que vous décrivez dans votre livre? Ben justement, dans l'une des caractéristiques, si vous voulez, de ce nouveau monde, c'est le réveil de l'Afrique. Réveil de l'Afrique qui découle d'une prise de conscience du continent, de ses leaders, des cartes maîtresses qui font ses avantages comparatifs, compétitifs et stratégiques qui peuvent, si les conditions sont réunies, le propulser au rôle et place de locomotive dans la nouvelle économie mondiale, non seulement en tant que marché du futur, mais aussi en tant que pôle nouveau de la croissance, mais encore plus en tant que laboratoire des grandes transitions du futur, notamment la transition énergétique, numérique, énergétique, mais aussi économique et sociétale. Et tous les indicateurs montrent effectivement cette ambition possible. Le continent est aujourd'hui la première puissance démographique mondiale et à l'horizon 2050, sur 4 nouvelles naissances dans le monde, 3 seront africaines, avec une population très jeune et donc un capital humain extrêmement jeune qui certainement aura les conditions pour faire émerger des compétences et des élites. C'est aussi un continent qui regorge de ressources naturelles, minières, énergétiques et halieutiques. C'est aussi un continent qui dispose d'un capital immatériel très riche et très diversifié, et bien évidemment une civilisation millénaire. Et par conséquent, tout cela autorise donc ce que j'ai appelé la centralité de l'Afrique dans ce nouveau monde, mais bien évidemment, il ne faut pas oublier, cette Afrique doit réunir les conditions pour apporter des réponses aux défis nombreux. C'est aussi le défi du chômage, de la maladie, de l'éducation. C'est aussi un continent sous-industrialisé, faiblement connecté, c'est un continent sous-bancarisé, c'est un continent cloisonné, mais c'est aussi un continent qui connaît des guerres, des conflits ethniques et religieux, l'instabilité politique, et bien évidemment un pays, oui. Autant de défis que le Maroc aujourd'hui veut relever, en tout cas avec l'Afrique. Peut-on encore parler justement de souveraineté économique pour un pays comme le Maroc face aux grandes puissances et aux marchés financiers? Ben vous savez, tout est relatif. En tout cas, le Maroc a une vision de son avenir économique et il a bâti un certain nombre donc, de chantiers, notamment des politiques sectorielles pour... dans tous les domaines, pour justement mieux se positionner, y compris au regard de ses responsabilités internationales et surtout africaines. Quand on voit aujourd'hui, par exemple, l'engagement économique du Maroc vis-à-vis du continent, force est de constater, au niveau au moins de 3 indicateurs, au niveau des investissements marocains en Afrique, eh ben, ils sont passés de 50 milliards donc 50 millions donc de dollars en 1999 à 7,3 milliards en 2023. Et ceci s'est traduit par le nombre d'entreprises installées en Afrique, entreprises marocaines installées en Afrique, qui est passé entre 25 et 30 entreprises marocaines installées en Afrique en 1999 à plus de 500 en 2024. Et bien évidemment, cela a eu un impact sur le volume du commerce entre le Maroc et l'Afrique, qui est passé, pour ne pas dire des chiffres qui ne sont pas donc corrects, qui est passé de 533 millions de dollars en 1999 à 5 milliards
466 millions en 2024, et cela montre effectivement qu'au cœur de cette centralité de l'Afrique, eh ben, il y a donc une responsabilité que prend le Maroc vis-à-vis du continent frère, et grâce à des engagements économiques précis qui, aujourd'hui, non seulement sont en train de donner des résultats concrets, sans parler donc de la coopération militaire et sécuritaire, et sans parler des grands projets structurants qui sont en train de bâtir une nouvelle génération d'intégration régionale en Afrique, qu'il s'agisse donc du gazoduc Maroc-Nigeria, qu'il s'agisse de l'initiative de l'Afrique atlantique, autant de chantiers structurants qui vont placer l'Afrique et à travers l'Afrique, donc le Maroc, dans ce nouveau monde qui certainement va nous poser un certain nombre donc, de défis pour réaliser justement l'autonomie stratégique et la sécurité nationale et bien évidemment la sécurité continentale. Autant d'initiatives qui montrent, comme le dit souvent Sa Majesté, le roi Mohamed VI, l'Afrique doit faire confiance à l'Afrique. Merci Idriss Gueraoui pour toutes ces précisions. Merci d'avoir répondu à nos questions. Absolument.